Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet passionnant, les principes de la finance islamique. On va voir que c'est un monde financier qui fonctionne sur des bases assez différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Alors pour commencer, posons-nous une question qui va vraiment au cœur du sujet. Imaginez un peu, à quoi pourrait bien ressembler un système financier sans intérêt? Alors on pourrait se dire que les deux systèmes cherchent à financer des projets. Et c'est vrai, mais en fait leur philosophie est radicalement différente. D'un côté, la finance qu'on connaît, la finance conventionnelle, son but c'est d'optimiser le fameux couple risque/rentabilité. De l'autre, la finance islamique, bien sûr qu'elle vise la profitabilité, mais attention, tout ça est gouverné par un ensemble de principes très clairs. Alors, pour y voir plus clair, voilà le plan de route. On va explorer tout ça en 5 grandes étapes. Allez, c'est parti, on entre dans le vif du sujet. On va voir qu'il y a en gros 2 chemins possibles pour financer un projet en finance islamique. En gros, pour simplifier, le financement se fait de 2 manières. Soit on passe par l'échange de biens réels, des choses qu'on peut toucher, soit on devient partenaire dans une aventure commerciale. Et là, on partage tout, les bons comme les mauvais moments, c'est-à-dire les profits et les pertes. Ok, première catégorie donc. Voyons un peu comment une banque peut aider à financer un achat, mais en agissant plus comme un commerçant que comme un simple prêteur d'argent. Alors l'un des outils les plus connus, ça s'appelle la mouraba. C'est quoi ce truc? En fait, c'est assez simple. C'est un contrat de vente, coût plus marge. La banque achète un bien, puis elle le revend à son client en ajoutant une marge de profit qui est connue et acceptée par tout le monde dès le départ. Le déroulement est assez direct, mais chaque étape compte. Le client veut un bien, la banque va l'acheter pour lui, directement chez le fournisseur. Ensuite, la banque revend ce bien au client, souvent à crédit, en incluant sa marge. Et là, le point vraiment crucial, c'est que pendant ce processus, la banque est bel et bien propriétaire du bien. Même si ça ne dure qu'un instant, ça change tout. Et c'est là qu'on voit toute la différence avec un prêt classique. C'est pas juste prêter de l'argent, c'est une vraie opération de vente. Dans une murabaha, la banque possède l'actif et donc elle en assume les risques. Son profit, c'est une marge commerciale, point. Alors que dans un prêt conventionnel, la banque ne fait que prêter de l'argent, elle ne possède jamais le bien et sa rémunération, ce sont les intérêts. Et ce principe, ça marche aussi pour des choses qui ne sont pas encore construites. Imaginez un projet immobilier, là on va utiliser un autre outil, l'istisna. C'est un contrat de fabrication en quelque sorte. Il permet de financer la construction ou la production de quelque chose avec des paiements qui peuvent être étalés, souvent en fonction de l'avancement du projet. Maintenant, autre alternative, la location. Comment ça peut marcher quand on enlève toute la notion de dette? Ça nous amène à l'ijara. En gros, c'est l'équivalent du crédit bail ou du leasing. Le principe est simple, la banque achète un actif, disons un équipement industriel, et elle le loue à son client pour une période et un loyer qui sont fixés à l'avance. Mais attention, ce n'est pas exactement la même chose qu'un leasing classique. Il y a des différences majeures. Par exemple, dans une ijara, c'est la banque qui reste propriétaire du bien. Et ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que c'est elle qui est responsable de la grosse maintenance ou des taxes. Autre point super important, on ne commence à payer le loyer que lorsque le bien est effectivement entre les mains du client. Il y a même une version avec option d'achat à la fin qu'on appelle ijara wa iktina. Bon, on a vu la vente et la location. Passons maintenant à la deuxième grande famille de solutions, le partenariat. L'idée ici, c'est de partager les risques et les récompenses. Et là, on change complètement de perspective. C'est un vrai changement de paradigme. On n'est plus dans une relation prêteur-emprunteur, mais dans une relation d'associés, de partenaires. On est ensemble dans le même bateau. Si ça marche, on gagne ensemble. Si ça ne marche pas, eh bien on perd ensemble. Alors, dans ce monde du partenariat, il y a principalement 2 modèles. D'un côté, on a la musharaka. C'est un peu comme une joint venture. Tout le monde met de l'argent et peut participer à la gestion. Logiquement, les pertes sont partagées en proportion de l'apport de chacun. De l'autre côté, il y a la mudaraba. Là, c'est différent. Un partenaire apporte le capital, l'investisseur, et l'autre apporte son travail, son savoir-faire, l'entrepreneur. Et dans ce cas, si ça tourne mal, c'est l'investisseur qui supporte toute la perte financière. Ce modèle de partenariat est d'ailleurs super flexible. On peut même l'adapter pour des financements sur le long terme. Une version très courante, c'est la musharaka dégressive. C'est souvent utilisé pour acheter une maison. L'idée, c'est que la banque et le client achètent la maison ensemble et petit à petit, le client rachète les parts de la banque jusqu'à devenir le seul propriétaire. Ok, on a vu pas mal d'instruments, mais si on prend un peu de recul, c'est quoi la grande idée derrière tout ça? Quelle est la philosophie qui relie tous ces points? Cette phrase résume vraiment bien le cœur du réacteur. Le financier demeure propriétaire de l'actif et assume le risque sous-jacent. Il ne s'agit donc pas d'un prêt, mais d'une opération de vente. En clair, la finance est toujours connectée à l'économie réelle, à des actifs bien tangibles. Et ces principes de base, être adossé à un actif et partager les risques, irriguent tout un écosystème financier. Ça va bien au-delà des exemples qu'on a vus.
On retrouve ça dans les soukouk, qu'on appelle souvent les obligations islamiques, dans le takaful, qui est une sorte d'assurance mutuelle, et même dans des outils comme le Cardassan, qui est un prêt sans intérêt vraiment destiné à l'entraide. Ce qui nous amène à une dernière question, une réflexion pour la route. Un système financier qui est si fortement ancré dans l'économie réelle, qui repose sur des choses concrètes et sur le partage des risques, est-ce que ça ne pourrait pas, au final, offrir une autre forme de stabilité économique ?